Europe Matin Week-end, Julien Pierce. C'est arrivé demain, l'interview qui se projette sur les événements à venir et ce matin on a choisi la reprise du foot professionnel. La nouvelle saison de Ligue 1 débutera dans 2 semaines, mais les clubs de Ligue 2 ont eux retrouvé les terrains et la compétition hier. Toute la question maintenant est de savoir si financièrement ils vont pouvoir terminer la saison. Bonjour Pierre Rondeau. Bonjour. Économiste du sport, co-directeur de l'Observatoire du sport à la Fondation Jean Jaurès. Merci d'être avec nous ce matin pour nous aider à comprendre et mesurer les difficultés que rencontrent nos clubs. On va les détailler dans un instant, mais avant, êtes-vous surpris qu'après 18 mois de crise, aucun club professionnel n'ait à ce jour déposé de bilan ? Non, pas surpris. D'ailleurs, ça a été expliqué par Jean-Marc Mickeler, le président de la DNCG. Pour l'instant, les clubs vivent sous perfusion de leurs actionnaires. Les actionnaires compensent les pertes. On sait par exemple que si je prends le Paris Saint-Germain, on est à 200 millions d'euros de pertes qui ont été compensées, couvertes par l'actionnaire qatari. Et donc voilà, aujourd'hui, aucun club n'a fait faillite, n'a fait banqueroute, n'a déposé de bilan, parce que justement, ils sont soutenus par leurs actionnaires qui continuent à croire en la capacité du football à pouvoir rebondir et à pouvoir survivre et dépasser cette crise financière et économique. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas eu de faillite. Alors on va revenir sur cette crise du Covid et ses implications, mais il y a une autre crise intimement liée à la première, c'est celle des diffuseurs. Il y a eu l'imbroglio Mediapro qui s'est retiré au pire moment, fini le milliard d'euros annuel, l'arrivée ensuite d'Amazon qui ne va payer que 250 millions d'euros pour 80% des matchs de la Ligue 1. Et puis, dernier rebondissement en date, on a appris ce vendredi que le tribunal de commerce de Nanterre donnait raison à Canal+ dans son litige avec beIN Sport. C'est complexe. Est-ce que vous pouvez nous résumer le litige en question ? Alors je vais essayer d'être bref et le plus pédagogique possible. C'est vrai que vendredi, alors pour bien comprendre, aujourd'hui, beIN Sport détient 20% des droits TV de la Ligue 1 française et paye 332 millions d'euros. Amazon en détient 80%, y compris des grandes affiches, pour 250 millions d'euros. Donc déjà, il y a un déséquilibre au niveau de la valorisation. beIN Sport sous-licencie ses 20% de matchs à Canal+ au prix de 332 millions d'euros. Et Canal a décidé de ne plus payer ses droits et de ne plus diffuser le foot français. Donc il y a eu un litige réglé au tribunal de commerce entre Canal et beIN pour savoir si le contrat de sous-licence pourrait être rompu. Le tribunal de commerce a acté qu'il pourrait être rompu à la seule condition que beIN maintienne le paiement du dit contrat. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si beIN remet en cause la valorisation de 332 millions d'euros de la Ligue pour ses droits TV, on est reparti pour un tour. Et c'est justement ce qui devrait se passer, puisque la Ligue, en prévision d'une probable attaque de beIN contre cette valorisation, a attaqué directement beIN pour exiger que le contrat soit respecté de 332 millions d'euros. Et tout ça à 2 semaines de la reprise. Tout ça à 2 semaines de la reprise, et on parlait juste avant de cette absence de clubs qui ont fait faillite malgré la crise économique et la crise des droits TV. Je vous cite encore Jean-Marc Mickeler, le président de la DNCG, qui affirmait il y a quelques semaines de cela que si, pour la rentrée prochaine, on a de nouveau une 4e vague, des jauges sanitaires et un non-paiement des 332 millions d'euros de droits TV, on pourra très certainement avoir des faillites de clubs. Ces propos exactement, c'est sans réforme volontariste, il n'y aura pas d'issue au-delà de la saison à venir. C'est alarmiste. C'est alarmiste précisément parce qu'elle dure. On disait justement que les propriétaires avaient réussi à sauver les clubs, à couvrir leurs pertes le temps du Covid et le temps de la crise. Le seul souci, c'est que contrairement au reste de l'économie qui repart, puisque voilà, maintenant on a le vaccin, on peut de nouveau relancer la machine économique, dans le football français, on a encore cette crise des droits TV qui perdure, qui se poursuit, qui n'a pas été réglée, et vous l'avez dit, à 2 semaines de la reprise du championnat. Alors l'affaire n'est pas totalement terminée, il pourrait y avoir d'autres recours en justice, vous venez de nous le dire. Quoi qu'il en soit, cette incertitude s'ajoute à toutes les autres, celles directement liées à la crise sanitaire. C'est principalement les revenus de la billetterie, Pierre Rondeau, c'est ça qui mine pour l'heure nos clubs français ? Pour l'heure, alors c'est pas l'essentiel, puisque si je prends en termes de chiffres, l'immense majorité, c'est les droits TV à 36%, la billetterie en moyenne, c'est 9% des budgets des clubs en Ligue 1. Donc on pourrait dire que c'est peu, et c'est justement ce qui a pu permettre aux clubs de tenir, même avec des matchs à huis clos, 9% de pertes en billetterie, c'est pas, si je puis dire, la fin du monde. Mis à part pour le PSG et Lyon qui ont de très fortes recettes billetterie, l'essentiel des clubs, c'est pas la majorité. Par contre, effectivement, si ça venait à durer et à se prolonger, si encore une fois, pour la rentrée prochaine, c'est la tendance. C'est la tendance, on a des jauges et des mises en place de plafonds à 20, 30, 40% dans les stades, voire à huis clos. Là, ça pourrait être catastrophique parce que ça viendrait se cumuler
aux pertes de la saison précédente. Alors le président de la DNCG, je précise, c'est le gendarme financier du foot français, demande une réforme volontariste. On sait que la Ligue 1 va passer de 20 à 18 clubs à compter de la saison 2023-2024, mais il faut visiblement réagir avant. C'est quoi cette réforme qu'évoque le président de la DNCG? Elle consisterait en quoi? Alors il y a plusieurs éléments qui vont être qui vont être posés sur la table et mis au cœur du débat. Il va avoir un plafonnement du nombre d'effectifs. C'est vrai qu'on peut se poser la question de certains clubs qui auraient plus de 40 joueurs sous contrat alors que le football se joue à 11. Un plafonnement des salaires, un salarié cap aussi est en réflexion. Comme ça se fait en Espagne actuellement, Comme en ça Liga. se fait en Espagne et comme aussi l'UEFA à l'échelle européenne voudrait mettre en place un système de plafond, en tout cas ne pas dépasser un certain montant de masse salariale. La France voudrait aussi réfléchir à cette possibilité de le mettre en place. En fonction des revenus de chaque club. Ça serait au pourcentage du budget total. Donc ça serait par exemple ne pas dépasser une masse salariale qui ne dépasserait pas 60% du budget total d'un club, ou 50% à réfléchir, à débattre. La Ligue, avant la DNCG, la Ligue a mis en place cette réflexion directement via Vincent Labrune, le président de la LFP. C'est Jérôme Dumois, le directeur du cabinet de l'UNFP, le syndicat des clubs, qui va prendre en main cette gestion de réforme, ce projet, cette réflexion sur la réforme. Donc c'est en cours. Maintenant, il faut que ça aille vite. Parce que justement, comme ça a été précisé, si on va justement dans cette tendance d'un ralentissement des droits TV et d'un probable retour de jauge ou de huis clos dans les stades, ça pourrait être catastrophique. Donc il faut que ça aille très vite. On a beaucoup parlé de Bordeaux qui vient d'être racheté et qui semble momentanément hors de danger. Quels sont les autres clubs français en grande difficulté, Pierre Rondeau? Ça serait compliqué de les désigner directement individuellement sans avoir précisément le contenu et leur profil. Ce qui est sûr, c'est qu'on pourrait se poser des questions concernant les clubs qui sont structurellement en déficit, et ça depuis très longtemps. Et on s'était posé justement la question vis-à-vis de Bordeaux, qui était structurellement déficitaire, et c'était pas conjoncturel, c'était structurel, qui avait cumulé des pertes et des dettes assez colossales depuis quelques années. Marseille aussi, mais Marseille, on pourrait considérer que le club est suffisamment connu et populaire pour tenir quoi qu'il arrive. Donc ça serait plus inquiétant pour des clubs qui seraient structurellement déficitaires et moins cotés, moins connus que Marseille ou Lyon. Dernière question, il n'y a pas que le foot français qui pâtit de la crise sanitaire, il y a aussi les Jeux Olympiques que nous sommes en train de vivre actuellement, à huis clos, sans public. Ça veut dire aucune ou très peu de retombées économiques pour le Japon? Mis à part les recettes droits TV, puisque les Jeux ont lieu et donc sont diffusés à la télévision, et les Mais recettes... ça, c'est le CIO qui les capte, les recettes des droits télé. Oui, effectivement, pour le Japon, qui n'a pas de retombées touristiques, retombées médiatiques, retombées populaires, puisque pas de public, et une vision assez, je dirais, ennuyeuse et triste de la vie tokyoïte durant l'événement, on peut s'attendre à ce que les retombées soient minimes. Et donc, si on Alors qu'ils ont dépensé... Le budget total était monté à 14 milliards de dollars. Si on escompte plus d'1 milliard de droits TV et 3 milliards de recettes publicitaires, on aura une perte de 10 milliards qui pourrait se rajouter au manque de compensation via les recettes touristiques. Ça pourrait coûter extrêmement cher. Merci beaucoup Pierre Rondeau d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1, économiste du sport, co-directeur de l'Observatoire du sport à la Fondation Jean Jaurès. Le titre de votre dernier ouvrage, Fin de partie pour le foot, avec, je le précise, un point d'interrogation. C'est aux éditions de l'Aube. Merci à vous.